Je vais vous parler ici de concentration de contraintes. On a vu jusqu'à maintenant que les contraintes à l'intérieur du matériau étaient homogènes lorsqu'on avait une plaque, par exemple, sur laquelle on appliquait un effort de traction. On peut voir ici que le champ de contraintes, il est coloré ici, c'est fait par photoélasticimétrie. Et on peut voir que les contraintes sont de la même couleur. Si c'est la même couleur, ça veut dire que c'est la même valeur de contrainte en tout point. Donc je peux dessiner mes contraintes avec sigma que je peux calculer qui vaut F sur S. C'est les contraintes de traction. J'ai tiré sur la barre ici. Et donc que je sois en n'importe quel point de mon éprouvette, j'aurai la même valeur de contrainte. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais je prends la même chose, la plaque, sauf qu'on a fait des trous sur les côtés? Et bien, on peut voir que lorsqu'on va tirer dessus, ici, les couleurs, elles changent. Les couleurs, plus je deviens bleu, ça veut dire que j'ai plus de contraintes. Donc on voit qu'on n'a plus du tout un champ homogène de contraintes. Si on trace sur la barre le champ des contraintes, on a une zone ici, dans la plaque, là où elle est rectangulaire, on a toujours des contraintes homogènes. On peut voir ici qu'on n'a que du jaune ou que du bleu. Et par contre, dans cette zone-là, on va avoir des contraintes réelles qui vont être beaucoup plus importantes sur les bords ici. Et puis ici, même au milieu, les contraintes au milieu vont être plus importantes que les contraintes là. Et notre but du jeu, à nous, serait d'être capable de calculer les contraintes maximales, les contraintes réelles qu'il y a dans cette éprouvette. Alors la première chose qu'il faut regarder, c'est le principe de Saint-Venant. Je vous rappelle le principe de Saint-Venant qu'on avait déjà vu, qui dit que les résultats de RDM qu'on a calculés ne s'appliquent qu'à une distance suffisamment éloignée de la région d'application des efforts intenses, c'est-à-dire ou des perturbations de géométrie. C'est-à-dire que là où j'ai un trou, eh ben, les règles de RDM ne s'appliquent pas. Et c'est vrai, nous on a calculé des contraintes, on a dit qu'elles étaient constantes, donc ça s'applique que dans les zones où la section était constante. Donc que 2 à 3 fois la largeur de la section normale. Par contre, ce principe de Saint-Venant est seulement limitatif. Et notre but du jeu à nous, ça serait de se dire, qu'est-ce qui se passe à l'endroit où j'ai un défaut, qu'est-ce qui se passe à l'endroit où j'applique mon effort. Et pour ça, eh ben là où j'ai un accident de forme, eh ben j'aimerais pouvoir calculer la contrainte réelle qu'il va y avoir. Et on sait que cette contrainte réelle, elle va être plus grande que là où la contrainte moyenne est calculée dans la zone non perturbée. Donc, voici un exemple. Ici, on a à chaque fois deux dessins. Le premier, c'est fait par photoélasticimétrie, c'est-à-dire que c'est un moyen de voir les contraintes réelles qu'il y a dans la matière. Et ici, c'est un calcul élément fini du type SolidWorks. Et on va pouvoir voir un peu les mêmes dessins pour un même type de plaque. Ici, on calcule les contraintes. Ici, j'ai ma contrainte qui vaut 1 mégapascal. C'est la contrainte que j'ai ici en violet. Si ici, j'ai à nouveau contrainte violette, c'est-à-dire que j'ai 2 fois la contrainte et si je suis à nouveau violet, c'est que j'ai 3 fois la même contrainte. C'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir ici au milieu une contrainte nominale qui est quasiment égale à 3 mégapascal par rapport à celle qui valait 1 ici. Et dans ces zones ici localisées, j'arrive jusqu'à 5,66 mégapascal. Conclusion, ça veut dire que si j'ai un défaut de ce type-là dans une plaque rectangulaire, si je suis capable de calculer ma contrainte nominale qui valait 1 mégapascal dans une plaque qui n'aurait pas de défaut, eh ben, je suis capable d'identifier que j'ai un coefficient de 5,66 entre la contrainte maxi et la contrainte qu'il y a ici. Si je fais la même chose pour un autre type de défaut, c'est-à-dire que j'ai une plaque toujours sur laquelle j'ai 1 mégapascal de contrainte, dans lequel je fais un trou, eh ben, je suis capable de voir qu'en fait ma contrainte maxi va être 3 fois plus grande que ma contrainte nominale. Alors en fait, cette contrainte nominale, on peut la calculer à 2 endroits, ou bien on la calcule ici à l'endroit où il n'y a pas de trou du tout, ou bien on peut calculer la contrainte à l'endroit où j'ai en fait la section, ce qu'on appelle la section réduite. C'est-à-dire la section, au lieu de prendre toute cette largeur-là, je vais prendre la largeur moins la largeur du trou, et donc je vais calculer la contrainte qu'il y a ici, ce que j'appelle la contrainte moyenne dans cette zone-là. Ici, on peut comparer l'influence de faire dans une éprouvette de traction des bords qui soient directement comme ça abrupts ou des bords arrondis. Et on voit que le coefficient de surcontrainte dans le cas des bords arrondis est de 1,6, alors que le coefficient de surcontrainte est de 2 dans le cas où on a des bords abrupts. Encore une fois, ici j'ai 1 mégapascal de contrainte et ici j'ai une contrainte nominale de 2,13. Donc en fait, nous, finalement, ce qu'il va falloir être capable de faire, c'est calculer la contrainte nominale, et ça c'est facile, il suffit de prendre la section réduite qui est ici, et ensuite de connaître la valeur de coefficient de surcontrainte. Et pour connaître ce coefficient de surcontrainte, on est capable de créer des abacs comme celui-là, où si je prends une éprouvette, ici c'est une plaque, donc une plaque de section rectangulaire d'épaisseur petit e, où j'ai une section réduite petit d, une grande section grand d, je vais calculer ma contrainte nominale, c'est n sur s, donc n sur petit e fois petit d, et ensuite mon coefficient de surcontrainte, je vais pouvoir l'identifier avec cet abac. Dans ce cas-là, je vais prendre petit d et grand d, mes deux distances, pour trouver par exemple petit d sur grand d qui vaut 0,8. Et ensuite, je vais prendre mon rayon de courbure que j'ai ici, et je vais calculer par rapport à petit t, qui est la différence entre petit d et grand d. Et en fonction de ce rayon de courbure et ça, je vais trouver
la valeur de mon coefficient de contrainte kt. Et donc, je serais capable de dire que ma contrainte réelle maxi est égale à petit kt fois ma contrainte nominale ou ma contrainte moyenne. Et après, ma condition de résistance qu'il faudra que je vérifie, ça sera plus sigma moyen inférieur ou égal à limite élastique divisé par S, mais sigma réel max inférieur à sigma élastique sur S. Ou autrement dit, sigma moyen inférieur ou égal à sigma E divisé par mon coefficient de surcontrainte fois la section S. Conclusion, grâce à ce que je viens de vous montrer là, on est capable, comme avant, de calculer des contraintes moyennes dans une éprouvette de section constante. Et si jamais j'ai un trou, si jamais j'ai un défaut de forme quelconque, eh ben, je vais prendre un abac de ce type-là, qui va être l'abac qui a été réalisé pour ce type de trou, pour ce type de géométrie. Et je serai capable de calculer le coefficient petit k ici, qui va venir rajouter l'influence de ce défaut sur mon calcul de contrainte. Et comme ça, je serai capable d'avoir la contrainte réelle, un peu théorique quand même, puisque ces calculs-là ont été faits par des analyses numériques, mais calculer la contrainte réelle dans mon éprouvette.